Bonjour, ravi de vous retrouver sur Orophilo pour entamer la dernière discussion qui permettra de clôturer ce premier cycle de 2025 consacré à l'étude des concepts opérationnels qu'utilise l'Union européenne dans l'avancée de son projet. Alors un cycle de discussion dont j'ai bien conscience qu'il est quand même théorique, qu'il est plutôt ardu, il est conceptuel, donc il nécessite un certain type d'effort, mais je crois que c'est méritoire et ça sera bien utile pour la suite, parce que ça permet de démontrer clairement la méthode utilisée et les outils clés, les concepts clés qui sont employés par l'Union européenne pour parvenir à ces fins. Alors, pour clôturer ce cycle en beauté, non seulement je ne vais pas aborder qu'un seul concept, mais je vais en aborder deux, mais par contre je vais procéder à une petite innovation en ayant été attentif à certaines de vos remarques, à la remarque de certains qui indiquaient qu'ils préféreraient voir les questions qui me sont adressées, qui soient dites à l'oral, plutôt que d'avoir à les lire sur une diapositive. Eh bien donc, normalement, aujourd'hui, ce sera chose faite. Vous aurez les questions qui me seront posées à l'oral, et donc vous pourrez profiter d'une écoute en continu si vous souhaitez utiliser ce format de vidéo en podcast ou dans les voitures ou je ne sais à quelle occasion dans votre parcours quotidien. Voilà. Alors, nous attaquons tout de suite. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de la diversité. La diversité, j'entends montrer comment je veux montrer de quelle manière cette notion est mobilisée, elle est sciemment cultivée en Europe par l'Union. Je veux montrer comment elle est mobilisée pour servir l'avancée du projet de l'Union. Elle est devenue un instrument qui fonctionne en binôme avec sa notion miroir, qui est celle de la discrimination, ou plutôt, vous l'aurez bien sûr compris, la non-discrimination. C'est pour ça que je parlais de deux notions que je souhaitais aborder aujourd'hui, et je nous engage donc à l'examen d'un mécanisme à l'œuvre qui résulte de l'activité de ce duo promotion de la diversité, prévention de la discrimination, un mécanisme activé par l'Union européenne pour son propre compte. Alors, en préliminaire, je serais tenté de dire que quelque part, nous avons déjà envisagé des effets opérationnels du jeu de la diversité au cours de la discussion précédente. Car nous venons de voir combien la variété des collectivités infra-étatiques constituait un précieux ressort pour l'institution. L'Union est parfaitement consciente du fait que prendre appui sur les échelons régionaux et locaux du territoire européen, eh bien ça tend à relativiser le poids et l'incidence des États dans le façonnement de l'Europe et le cours que l'Union, est déterminée à lui donner. Pour faire simple, ici, avec la diversité, le principe est le même à l'égard des populations composant les États membres. La diversité au sein des sociétés européennes doit jouer en la faveur de l'avancée du projet européen. Mais la prise en compte de la diversité est consubstantielle au projet européen, non? Ne figure-t-elle pas dans la devise de l'Union? Oui, la fameuse devise unie dans la diversité. Alors effectivement, la diversité irrigue tout le corpus européen, même si elle figure plus fréquemment dans les textes sous d'autres labels, sous d'autres appellations, en particulier au travers de cette notion miroir dont je parlais, qui est la non-discrimination. C'est avant tout l'esprit de la diversité qui est défendu et promu par l'Union dans les traités, notamment dès l'article 2 du traité de l'Union européenne, lorsqu'il est fait état, à propos de la somme des États membres, d'une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance. Alors cette diversité mise en avant s'accomplit dans des registres extrêmement variés, à suivre le détail et l'énumération qui figurent dans les traités, ce qui nécessite, vous le comprenez, du fait qu'elle est à tous les étages, cette diversité, cela nécessite pour sa protection la grande latitude dont entend disposer une fois encore l'Union. La rédaction de l'article 19 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en atteste en indiquant que la structure se réserve le droit, je cite,
de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les modalités techniques concrètes qui en découlent, notamment dans le cadre de directives, des textes qui sont produits par l'Union européenne, fournissent le catalogue des obligations qui incombent aux États membres sur le sujet de la non-discrimination. Alors, je donne lecture pour l'exemple d'un extrait d'une récente directive qui je trouve particulièrement éloquent. Je cite, « Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités publiques n'exercent aucune discrimination à l'encontre d'un groupe ou d'une personne pour des motifs tels que, accrochez-vous, la naissance, l'âge, la couleur, le sexe et l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les conditions de santé, l'immigration ou le statut de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, l'origine nationale, ethnique ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la propriété, la race, la religion, la croyance ou les convictions, ou tout autre statut. » Ouf, il faut un moment pour reprendre son souffle parce que le pluralisme tel qu'il nous est présenté, le pluralisme de cette société européenne, donne vraiment le vertige. Alors vous vous en doutez, l'accumulation et la répétition scrupuleuse de tous ces motifs de clivage procurent à dessein le sentiment de sociétés qui sont traversées par autant de situations potentiellement conflictuelles, d'occasions d'injustice, sous la responsabilité d'États qui apparaissent comme par ricochet bien au-dessous de leur mission, au point qu'ils nécessitent cette forme de rappel à l'ordre infligé par l'Union. Il faut donc comprendre que ce sont eux, en tant qu'États nationaux, qui ne sont pas naturellement disposés à accueillir et favoriser une société plurielle et la diversité. Et que seule l'Union, qui en a fait sa devise, rappelons-le, unie dans la diversité, offre la garantie du respect de ce principe en l'imposant à ses membres par le texte et donc par la force du droit. Vous soutenez que l'Union européenne est à la fois migrationniste et immigrationniste. Qu'entendez-vous par là ? Alors pour une fois, je cède à la facilité, moi aussi, de l'innovation lexicale, et je m'en excuse, mais c'est uniquement pour bien faire saisir que ce que je vais développer est à considérer comme formant les deux faces d'une même pièce. Immigrationniste, je pense que chacun comprend d'emblée le sens du mot, et je le traiterai en dernier. Mais je veux commencer par migrationniste, auquel j'aurais pu substituer le terme de nomadiste, pour désigner cette forme d'encouragement institutionnalisé. Encouragement à quoi ? À la circulation et à la mobilité des ressortissants européens à travers les différents États membres. Cette fameuse liberté de circulation et d'établissement des personnes aux différents âges de la vie, depuis l'étudiant, stimulé par les désormais célèbres programmes Erasmus, Erasmus+, jusqu'aux retraités d'Europe du Nord, qui, grâce à l'Europe, peut passer une partie de l'année dans sa résidence sur la Costa Brava ou dans les îles grecques. La libre circulation des personnes est non seulement un droit octroyé dans le cadre des traités, mais elle est également un moyen pour renouveler le concept de citoyenneté, de famille et même d'État. Je concède volontiers que tout n'est pas de l'entier ressort de l'Union et que ses propres dispositions ont été largement épaulées par l'évolution des techniques sur les dernières décennies, que ce soit en matière de facilité de transport, avec le transport aérien en particulier, ou des immenses progrès des télécommunications. Il est évidemment beaucoup plus aisé aujourd'hui d'envisager concrètement des séquences de vie et des appartenances multiples, physiques ou dématérialisées, puisque l'accessibilité relative des coûts de connectivité permet même l'expression d'un fonctionnement en réseau pour des structures familiales, quelquefois rendues internationales. Effectivement, pour certains, il est devenu possible de vivre alternativement dans un pays et dans un autre, suivant les saisons et l'âge, sans perdre ses contacts ou ses relations professionnelles.
exemple, les grands-parents retraités sont sous le soleil espagnol, tandis que les parents sont actifs en Belgique et que les enfants étudient via Erasmus+, dans une université italienne. Voilà l'univers des choix théoriquement offert à chaque Européen, à même l'espace formé par les 27 États membres. Mais quel est le lien avec la notion de diversité? Oh, vous allez vite saisir. En fait, c'est un grand travail de recomposition que se livre l'institution européenne au travers de ses encouragements migrationnistes internes au territoire européen. Elle vise à casser le rapport d'exclusivité qui lie constitutivement tout ressortissant à l'État dont il est originaire. L'italien à l'Italie, le grec à la Grèce, le français à la France, etc. Et cette mobilité promue, cette consommation de l'espace européen, abstraction faite des frontières nationales internes, est une des façons de procéder. Dans la nécessité européenne, auquel je renvoie, j'ai analysé en détail la vertu opérationnelle de ce qu'on appelle la citoyenneté de l'Union, une des créations qui a été portée par le traité de Maastricht, ainsi que celle de la Charte européenne des droits fondamentaux, qui est inscrite dans l'actuelle version du traité qui s'appelle le traité de Lisbonne. Alors, je donne simplement ici une illustration assez révélatrice concernant le droit de vote et le droit d'éligibilité pour ce que l'institution désigne les citoyens mobiles de l'Union. Alors, en vertu du droit de l'Union, l'article 20-2b du TFUE, des citoyens qui ont déménagé pour vivre, travailler ou étudier dans un autre État membre bénéficient depuis 1992, dans leur État de résidence, d'un droit direct, alors non seulement de vote, mais également de candidature, valable aux élections du Parlement européen et en outre aux élections municipales de la localité où ils sont installés. Alors, ce qui veut dire qu'un Allemand, par exemple, peut voter en Grèce ou ailleurs en Europe, et qu'il peut même se porter candidat non seulement à la fonction de député européen pour occuper un des 21 sièges qui sont dévolus à la Grèce, mais il peut aussi briguer un mandat local. Alors, cela peut paraître assez éloigné et marginal ou anecdotique, mais c'est déjà quelque chose de symboliquement important, qui participe de ce désir de dilution politique du vote proprement national. Puisqu'on tend à mélanger, l'expression du vote n'est plus le fait de ressortissants nationaux au sein de leur État, elle est le fait de citoyens de l'Union partout en Europe, partout où ils se trouvent résider. D'autant qu'il ne s'agit que d'une des multiples dispositions par lesquelles est garantie l'égalité d'application à tout résident, quelle que soit sa nationalité de référence, des droits et prérogatives spécifiques à la portion d'Europe sur laquelle il se trouve vivre. Le point de mire de l'Union est de n'avoir à terme que des résidents européens. Leur statut de ressortissant d'un État membre ou même d'un État tiers devenant parfaitement indifférent. Le but, c'est d'avoir une sorte de communauté d'usage et de communauté de consommation de l'espace européen. Une fois balayées les exclusivités nationales de ses membres à l'égard de leurs ressortissants, eh bien l'Europe équivaut à un pur espace d'ayants droit, où les Européens ne forment même qu'une masse d'ayants droit résidents, amenés à coexister dans l'Union européenne. C'est l'unique dénominateur commun des individus qui la composent. Simultanément, l'institution s'emploie à substituer à l'attache nationale pour leur État membre originel, qu'elle est parvenue à neutraliser, elle s'emploie à substituer quantité d'autres raccordements thématiques, d'autres affinités statutaires ou communautaires, transnationales, d'autres motifs d'appartenance transverses aux États. La condition de migrants, d'handicapés, d'écologistes, de véganes, de croyants, etc. Ainsi, on est issu par exemple, d'une minorité linguistique avant d'être citoyen français. On est adhérent à telle confession avant d'être un ressortissant allemand.
on est membre LGBTQI+, etc., avant d'être hollandais ou slovène. Voilà, vous comprenez le schéma? C'est à ce moment précis qu'intervient la diversité. Une fois que le cordon étatique et national dans sa dimension politique a été distendu. Voilà, pour ne pas dire éliminé. Dans les visées européennes, il n'y a rien qui puisse tenir son principe d'agrégation et sa consistance d'une essence et d'une échelle nationale. Rien en tant que Français, rien en tant qu'Italien ou en tant que Portugais, dans son idéal, dans l'idéal européen de société multiculturelle. Et il devient alors évident que pareille orientation prédispose favorablement à l'égard de l'immigration, puisqu'il n'y a de la part de l'institution européenne aucune revendication ni défense d'une quelconque communauté nationale étendue, même étendue à l'échelle européenne. L'Union européenne est un espace ouvert, immigrationniste par nature, et qui plus est, nous allons le voir, non seulement par nature, mais par intérêt. Et c'est le deuxième membre de ma démonstration. Donc il faut bien comprendre que cette notion de migrationniste conditionne aussi, elle est commune à la notion de immigrationniste. L'UE est donc un terrain propice pour l'immigration? Oui, dans son désir de société mixée et cosmopolite, l'Union est ouvertement favorable à l'apport constitué par des populations extérieures à l'Europe et à leur afflux. Elle ne s'en cache d'ailleurs pas. C'est d'abord une question comptable, arithmétique, pour une institution qui est soucieuse du nombre et dévorée par son besoin impérieux de croissance, d'élargissement. Accueillir des immigrés, c'est finalement croître, gagner un effectif de population, procéder à une sorte d'élargissement rampant, sommaire, mais d'apparence plus simple et souple, puisqu'il est dépourvu de structures étatiques nouvelles à intégrer. C'est-à-dire on gagne de la population, mais on ne complexifie pas la structure en termes de composition de l'institution européenne et du nombre d'États membres. Et la loi du nombre a son importance pour une entité qui fait face à une déprise démographique, engendrée par une baisse de la natalité, et le vieillissement qui s'ensuit des populations d'Europe. Au-delà du nombre, est attendu aussi un effet économique pour l'ensemble du système européen, en raison de l'apport espéré, plutôt présumé, des populations entrantes, en tant que quoi? En tant que main-d'œuvre nouvelle. Alors il est vrai que l'une des conséquences du vieillissement de la société, pour traduction, la caractéristique, la diminution de la population active. Une population qui vieillit compte moins de gens en âge d'activité, en âge de travailler. Ça c'est logique. Donc dans son récent livre vert sur le vieillissement, l'Union européenne soutient que, je cite, la migration légale peut contribuer à combler les pénuries de compétences et donc à répondre aux besoins du marché du travail, en n'hésitant pas à prétendre que si on leur permettait d'exercer un travail correspondant à leurs qualifications et à leurs compétences, les personnes issues de l'immigration pourraient être mieux intégrées, ce qui contribuerait à améliorer la cohésion sociale, stimuler la croissance économique et réduire les inégalités. Toutefois, nous précise encore le texte, la discrimination au travail, c'est là, accrochez-vous, c'est là que c'est important. Donc toutefois, la discrimination au travail ou lors de la recherche d'un emploi est très répandue et peut toucher davantage certains groupes. En veillant à ce que les personnes issues d'une minorité raciale ou ethnique puissent déployer pleinement leur potentiel, on obtiendra de meilleurs résultats sociaux et économiques pour tous. Alors tout cela est bien beau, mais cette cohésion sociale est-elle réellement poursuivie par la structure? Est-ce bien l'objectif auquel prétend la non-discrimination? Et l'Union elle-même est-elle parfaitement au clair avec le principe de non-discrimination? Vous vous en doutez, si je pose les questions, c'est que j'ai la réponse, que je prétends fournir une réponse, et ma réponse est immédiatement négative. Les intentions poursuivies par l'institution ne s'arrêtent pas aux vœux pieux qui sont formulés dans le livre vert et d'autres textes officiels
révèle en fait un tout autre visage de l'Union quant à l'idée d'intégration des populations immigrées. En effet, on voit aussi fleurir sous la plume européenne la référence à une notion parfaitement antagoniste à celle de la cohésion, avec l'évocation de l'économie ethnique. C'est un concept, l'économie ethnique, et le désir de l'institution de la mettre à profit, cette économie ethnique, ainsi qu'en atteste par exemple la charte pour le développement urbain durable, qui est dite charte de Leipzig, parce qu'elle a été signée dans cette ville allemande à un moment de présidence de l'Union européenne par l'Allemagne en 2007, la charte de Leipzig de 2007, dans laquelle on peut lire, je cite, les possibilités d'emploi et de formation au sein des économies ethniques devront plus largement être mises à profit. Mais qu'est-ce que l'économie ethnique? Qu'entend-on par là? Oh, le sens, il est assez simple, on conçoit assez aisément la signification. C'est une réalité économique qui est assise sur un paramètre racial ou ethnique. Mais plus que le sens de cette formule d'économie ethnique, c'est un emploi avec une connotation positive dans un texte de l'institution européenne qui est assez choquant, qui est assez paradoxal, il faut bien l'avouer. Parce que qu'il y ait des pans de l'économie qui soient ethnicisés, personne n'en doute. En revanche, on se serait attendu plutôt à ce que l'institution prétende lutter contre cela, ne serait-ce que par cohérence avec ses principes affichés de non-discrimination. Or, ici, bien au contraire, l'institution paraît vouloir non seulement cautionner l'idée d'une économie ethnique, mais exploiter ce phénomène bien connu, qui est parfaitement discriminatoire, puisqu'il est fondé sur l'appel à mobile communautaire, le regroupement et la capacité d'absorption ethnicisée des ressortissants d'une même zone, d'une même ethnie ou autre, enfin bref, l'entre-soi exclusif et excluant. Alors, les travaux des universitaires ne manquent pas pour décrire avec précision cette hiérarchie de petites entreprises marginales qui fonctionnent, qui sont tenues de manière endémique et endogène par des populations issues de telle ou telle nation ou communauté étrangère et qui sont spécialisées dans tel ou tel type de négoce ou de fabrication, n'employant que des migrants de leur origine ou de leur secteur géographique, et qui n'exercent, ces entreprises, ces secteurs de l'économie, n'exercent dans la durée qu'en raison du renouvellement continu de nouveaux arrivants, et parce qu'elles se tiennent, il faut bien le reconnaître, en lisière des minima réglementaires, tant en matière de rémunération que de conditions de travail et de protection, quand elles ne sont pas tout simplement dans la pleine clandestinité. Alors, la reconnaissance d'une économie ethnique vaut avant tout admission et sanction du processus migratoire, de la permanence d'un flux entrant en Europe. Car précisément la capacité d'expansion d'une économie ethnique est théoriquement illimitée, même si chacun sait pertinemment que l'absorption des nouveaux venus ne s'effectue pas en totalité sur les marchés déjà saturés de l'économie légale, mais pour bonne part de manière souterraine, avec toutes les conséquences sociales, sanitaires, sécuritaires, humanitaires qu'on peut imaginer et qui sont abondamment documentées. Est-ce que l'institution cautionne une forme de fracture sociale conduisant à la formation de nouveaux ghettos, voire de bidonvilles en Europe? Indirectement, oui. Et je vais vous apporter un élément qui témoigne du fait que cette dérive, ce risque, ont bien été appréhendés et pris en compte par la structure. Alors, pour cela, je renvoie aux réflexions que j'ai menées au chapitre 3 de l'individu dans l'Europe promise, lorsque j'y analyse la résurgence du courant architectural allemand du Bauhaus, qui a été récemment, cette résurgence a été récemment orchestrée par l'Union européenne. Ce courant architectural qui était surgi dans l'immédiat après-guerre, Première Guerre mondiale, le Bauhaus, sous couvert de fonctionnalisme et de modernité technique, faisait la part belle aux matériaux recyclés, notamment en matière de construction en particulier de logements. Dans les matériaux recyclés,
le préfabriqué, la standardisation, et pour obtenir quoi? Des cellules empilées pour des masses ouvrières. Alors, cette résurrection à en gros un siècle de distance n'est certainement pas fortuite. Et les solutions qui étaient préconisées pour l'ouvrier tiers sont à l'évidence caressées par l'Union européenne pour les migrants de masse d'aujourd'hui. Et plus généralement, pas seulement pour les migrants de masse, mais pour toutes les populations qui sont au bas de l'échelle sociale, et le tout sous couvert des meilleurs mobiles écologiques et de la performance énergétique. Alors, quoi qu'il en soit, la référence à une économie ethnique par le potentiel de quoi? D'enclave ethnique qu'elle véhicule va dans le sens opposé aux objectifs officiels affichés, qu'il s'agisse de cohésion, d'intégration ou de non-discrimination. L'enclave ethnique est bien, par définition, l'absolu contraire, puisque cela désigne une concentration, un regroupement à base ethnique sur une fraction d'espace distincte et plus ou moins fermée aux autres populations, et qui fonctionne de façon plus ou moins parallèle à l'économie ouverte générale, ce qui est en soi problématique à de nombreux titres. Les évocations parmi les principales métropoles abondent de ce type d'enclave ethnique, et les surnoms, les jolis surnoms qui y sont donnés n'atténuent pas la rudesse des difficultés et le caractère explosif des enjeux. Si je cite Little Istanbul à Berlin, dans le quartier de Kreuzberg, Little Africa à Paris dans le 18e arrondissement, Little India avec les Sri Lankais dans le 10e arrondissement de Paris, et ainsi de suite, toutes les déclinaisons de type Chinatown, etc. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Or, l'annonce qui a été faite dans la charte de Leipzig, de la volonté de la structure européenne de prendre appui sur une sorte de capacité endogène de ces enclaves ethniques en termes de formation, témoigne bien de ce que l'Union cautionne la réalité de l'enclave ethnique et qu'elle entend y trouver des secours par rapport aux parcours qui sont normalement accomplis dans le cadre des circuits officiels et nationaux de formation. Ce qui paraît curieux, on ne comprend pas en quoi une enclave ethnique recèlerait des trésors en matière de pédagogie et d'instruction, à moins de se focaliser uniquement sur l'élément de communauté linguistique. Parce que qu'est-ce qu'a en commun une enclave ethnique? C'est le fait de pratiquer une même langue qui n'est pas la langue du pays d'accueil. Donc une justification qui n'aurait objectivement rien de rassurant, puisque ça voudrait dire qu'on dénie aux États la capacité de faire par les circuits officiels la formation qui est requise pour l'intégration ou pour l'enseignement d'une langue, et surtout ça valoriserait la fermeture, l'exclusion et le repli sur soi. Alors je pose juste cette question pour être plus explicite en prenant le cas de l'enseignement de la langue arabe par exemple, et d'une langue non communautaire. Doit-on comprendre par ce qui était indiqué dans la charte que la formation et l'enseignement de la langue arabe sont voués à être assurés en interne par des structures issues de l'ethnique, peut-être même au détriment des circuits universitaires classiques dans les systèmes éducatifs qui sont garantis par chacun des États. Moi, je crois que c'est une question qui mérite d'être scrupuleusement pesée. Ce que nous touchons là est à mon sens emblématique d'une contradiction intrinsèque véhiculée par l'institution elle-même quant à la thématique de la discrimination, même lorsque l'institution, l'Union, prétend prendre le problème à bras-le-corps. Alors j'en prends pour preuve, par exemple, la directive relative à la mise en œuvre du principe, alors je cite l'intitulé de cette directive, directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique. C'est une directive de 2000, la directive 2000-43-CE, qui est toujours en vigueur. Il serait difficile de contester un intitulé au fondement finalement aussi juste et généreux, et un texte qui rappelle dans ses premiers considérants, je cite, la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l'insertion sociale, en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l'égard de groupes tels que les minorités ethniques. Pourtant,
cette intention louable s'accompagne de dispositions et d'orientations fondamentalement contradictoires, précisément au rebours de la lutte contre la discrimination. Ainsi, on peut lire à l'article 5 de cette directive la référence à une action positive, c'est l'expression qui est employée. Action positive, pourquoi? Je cite, pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État de maintenir et d'adopter, n'empêche pas un État de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à la race ou à l'origine ethnique. Alors on aura reconnu ici une occurrence de la fameuse discrimination positive, qui est libéralement laissée par l'Union à la discrétion de ses membres, des États membres. Une fois n'est pas coutume. Et là, j'insiste, il ne s'agit pas d'une protection visant à éviter des inégalités de traitement fondées sur la nationalité, donc découlant du rattachement d'un individu à un État, suivant un lien d'ordre juridico-administratif, mais sur un caractère d'origine, un caractère ethnique ou racial. Cette action positive, cette discrimination positive revient donc à prévoir des mécanismes avantageux qui seront réservés à certains, suivant un critère ethnique ou racial, et par conséquent, ça se solde par quoi? Par le fait de maintenir, au titre de la réparation ou même de la présomption de préjudice, de maintenir quoi? La partition, l'inégalité de traitement que précisément on prétend faire disparaître. La traduction la plus troublante de ce paradoxe réside dans la volonté de doter les minorités d'une représentation militante et active se revendiquant du statut de minorité, au prétexte, je cite, de la promotion des besoins spécifiques de ces personnes. Le C déterminatif. Je cite le texte même et je donne la lecture de la totalité du considérant dans lequel figure cette formule, tant cela me paraît aussi hasardeux que préoccupant quant aux effets réellement attendus. Je cite, « L'interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée, et ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes. » Bon, le texte est un peu lourd dans sa rédaction, mais on comprend très bien de quoi il retourne. Et il est difficile d'admettre qu'on a bien lu ce qui est écrit, parce que l'Union confère donc une forme d'exclusivité à base raciale ou ethnique à des communautés pour engager des actions de promotion les concernant. Donc favorise le communautarisme. Il faut bien mesurer ce que cela signifie et la portée de pareilles dispositions. Réalisons que nous sommes quand même à des années-lumière du fait d'encourager la pratique de l'ouverture et de la tolérance comme d'œuvrer pour la défense de la non-discrimination, qui pourrait être portée de façon universelle par quiconque est animé de bonnes intentions, et ne pas être le fait d'un portage exclusif réservé en interne à des individus qui sont définitivement ramenés et ficelés, d'ailleurs on ne sait pas sur quel critère, à une prétendue appartenance raciale ou ethnique. Cela revient à enfermer, disons-le tout de go, cela revient à enfermer chaque personne dans un groupe racial ou ethnique dont jamais, dans ces conditions, il ne pourra s'abstraire. Il s'agit là de la contradiction pure et simple du principe de dépassement des discriminations, qui est plus propre à générer les stigmatisations, les tensions, les revendications conflictuelles, qu'à engendrer le fonctionnement apaisé et conciliant de la société en Europe. Alors en fait, l'Union entérine et conforte par là les clivages auxquels elle donne une tournure revendicative, pour ne pas dire hostile, à l'égard des communautés nationales d'accueil. En réalité,
faut pas s'attendre à ce que les migrants puissent être reconnaissants aux sociétés qui les accueillent, puisque dans le schéma que promeut l'Union, ce n'est pas la bienveillance des États d'accueil qui est mise en avant, c'est en fait le droit porté par la force de l'Union. L'Union contraint les États à devoir accueillir ces migrants. Donc comment vous voulez que des migrants puissent être reconnaissants à une société d'accueil dont ils savent pertinemment qu'elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle est contrainte et forcée par l'Union? C'est ça le schéma de principe. C'est en quelque sorte raviver éternellement les braises d'un feu qu'on prétendait éteindre. Je pense que vous comprenez que cela interroge quant aux intentions qui animent la structure à procéder de la sorte. Alors il en ressort que, au rebours de ce qu'on pourrait croire, l'essentiel n'est pas que le migrant s'intègre à la communauté nationale de l'État membre dans lequel il réside. Au contraire, il faut qu'il demeure rattaché à son extraction initiale, qu'il ressente de manière définitive que son évolution à même le continent européen n'est pas due à l'accueil fait par la société de l'État membre dont il foule le sol, mais procède entièrement et exclusivement de droits qui lui sont octroyés par l'Union seule, et qu'elle force, elle, l'Union force les États qui la composent à respecter ces droits, en n'hésitant pas au besoin à faire agir contre les États sa propre Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Qu'en tirez-vous comme conclusion à ce stade? Si je récapitule ce que nous venons de voir, on assiste en fait à un double mouvement. On encourage chez le ressortissant d'un État membre le détachement de sa communauté nationale en soutenant sa libre circulation et son libre établissement partout dans l'Union. Tandis qu'on rappelle en permanence aux ressortissants d'un État tiers, comme aux migrants, sa condition originelle, son rattachement national, qu'au titre de minorité active, on défendra, tout en le contraignant de fait, en tant qu'individu, à y demeurer dans ce statut de migrant avec une connotation ethnique ou raciale, à y demeurer et à s'y enfermer, puisque une part de ses droits en découle. Vous voyez ce double mouvement, le mouvement pour les ressortissants des États membres et l'action qui est faite en faveur des migrants et ressortissants des États tiers, et qui est totalement contradictoire, mais enfin qui va dans le même sens, contradictoire dans le principe, mais convergent dans les effets. Et il devient manifeste que la mécanique du droit à la diversité et de la non-discrimination est franchement perverse, car elle vise à générer autant de césures, de coupures, de clivages dans les sociétés européennes, car ce qui vaut ici pour la race ou l'ethnie, encore une fois, des notions qu'on croyait devoir être définitivement dépassées, et que, ici, à notre surprise, l'institution non seulement officialise, mais sanctuarise, eh bien, tout ce qu'on voit ici se faire au nom de la race et de l'ethnie peut être dupliqué à volonté pour tout autre motif excluant, que ce soit d'ordre de l'âge, du sexe, de la langue, de la confession, de l'orientation sexuelle ou alimentaire, etc., etc. C'est infini. Or, si le dessin est certainement à coloration économique, parce que on flatte ce qu'il peut y avoir d'économies de niche dans les sociétés qui sont partitionnées en communautés multiples, au sens de, on exploite un potentiel de clientèle qui partage un certain nombre de besoins ou d'envies donnés comme spécifiques en raison de leur appartenance communautaire, quelle qu'elle soit, mais en fait ce n'est pas tout. S'il y a bien une économie du halal, un marché de la mode à visée communautaire, dans lequel excellent la plupart des grandes marques de sportswear, qui sont prêtes tout de suite à caresser n'importe quel caprice confessionnel, pourvu que cela rapporte. Songez par exemple au voile islamique complaisamment griffé Nike ou Adidas, ou aux boutiques d'accessoires LGBT, ou aux gammes de produits véganes, mais cela n'explique pas tout. Nous sommes au-delà d'un pur cynisme commercialement intéressé dans la manière qu'a l'Union de se positionner en pourvoyeuse de droits et de favoriser l'éclosion de communautés multiples, parce qu'en fait elle a l'intention non avouée
de maintenir ces communautés dans un état d'éternelle minorité et de dépendance, en les vassalisant par un mécanisme de reconnaissance de droit spécifiquement octroyé. C'est-à-dire, on vous reconnaît en tant qu'entité, en tant que minorité, et vous n'existez finalement que par les droits qu'on vous octroie, donc quelque part vous êtes dans une relation de dépendance à la structure européenne. L'Union européenne flatte et prend appui sur tout ce qui concourt à décorréler la nature d'une société de son appartenance spécifique à tel État membre en particulier, à un État-nation. La sanctuarisation de la diversité par l'Union aboutit à ce double résultat de fracturer les communautés nationales et de valoriser la formation de groupes revendicatifs dupliqués par catégories standardisées de manière transnationale à même les différents États, et qui fait par exemple que la communauté gay se reconnaîtra pour telle en tant que communauté gay et porteuse de droits, que ce soit à Amsterdam, à Ibiza ou à Vilnius. Alors, simultanément, cette atomisation, vue avec une sollicitude qui est suspecte par l'institution, permet de maintenir un état général de tension et d'ébullition, dont on ne peut s'empêcher de penser qu'il a bien été non seulement perçu, mais quelque part voulu par l'Union, au rebours de ses professions de foi et de ses déclarations de principe. Alors pourquoi, me direz-vous? C'est finalement assez simple à comprendre. Par les diverses communautés, l'Union trouve le moyen de jouer de façon transversale au sein de chaque État, mais abstraction faite d'eux, par-dessus eux. C'est tout simplement l'application contemporaine du vieil adage romain popularisé par Machiavel qui est, vous en doutez, diviser pour régner. Alors, un dernier élément avant de refermer cette discussion et de clôturer le chapitre, l'instabilité, les partitions, le nomadisme intra-européen sont effectivement entretenus par les dispositions qui ont été retenues par l'institution. Pour autant, cela ne signifie pas que l'ensemble soit maîtrisé par elle et qu'il ne soit pas susceptible de quitter un état de tension qui est déjà limite pour passer à un état explosif de la situation hors de contrôle. Bref, ce que je voulais signaler avant de clôturer sur ce cycle et sur cette discussion en particulier, c'est que le jeu auquel joue l'Union européenne n'est pas sans danger. Et ça, il faut s'en souvenir. Et je pense que les événements prochains seront vraisemblablement une illustration du caractère très dangereux, conflictuel en interne au sein des sociétés européennes. L'évolution du contexte géopolitique international se trouve finalement amplifiée au sein de l'Union européenne par ces choix faits de valorisation des clivages, des minorités, des éléments de partition qui fracturent les sociétés du territoire européen. Voilà. Alors, je termine ainsi ce cycle de discussion en vous ayant alerté sur différents concepts, celui de subsidiarité active, gouvernance multiniveau, diversité, non-discrimination ou discrimination positive. Vous voyez, avec ce petit volant de concepts, nous avons petit à petit le portrait de l'état d'esprit dans lequel fonctionne l'Union européenne relativement non seulement aux États membres, aux entités qui les composent et aux populations qui les peuplent. Donc vous voyez qu'on a la déclinaison d'une méthode assise sur des concepts clés, des instruments, des outils, comme une boîte à outils, qui permettent d'agir à la fois sur les États pour les marginaliser, sur les collectivités infra-étatiques pour pouvoir les faire travailler pour son propre compte, et enfin sur les populations en procédant à une sorte de division, de fracturation dont l'Union européenne prétend finalement, en jouant à la fois sur cette mobilité forcée des populations européennes en interne, mobilité forcée par-delà les États, ou pas forcée, mais encouragée, très très largement encouragée, stimulée, et également sur cette atomisation et la faveur qui est accordée à l'immigration de masse en territoire européen, avec maintien des composantes raciales ou ethniques des populations issues des pays tiers. Et vous voyez que tout cela contribue à façonner une sorte de
oui, de méthode, de mécanisme qui permet à l'Union européenne de s'imposer sur ses 27 États membres et leur population et de faire avancer son idée, l'idée qu'elle défend, dans le sens qu'elle souhaite. Et donc c'est ainsi que je voulais terminer ce cycle de discussion. Vous remercier pour votre attention et votre fidélité pour ce passage qui était, je le répète encore une fois, un petit peu difficile, un petit peu ardu, un petit peu aride, mais je crois que le gain, n'hésitez pas à revisionner les vidéos pour pouvoir les écouter, parce que l'analyse est quand même dense, elle est intense. J'essaie de le faire dans le temps le plus ramassé possible, mais la contrepartie, c'est que évidemment c'est un peu dense, un peu difficile à écouter. Donc n'hésitez pas à le retravailler pour bien comprendre là où je veux nous amener dans notre réflexion. Parce que nous allons ouvrir maintenant sur d'autres cycles de discussion. Je vais d'abord m'occuper de la question de la démocratie en territoire européen. C'est notre prochain cycle de discussion, et puis je poursuivrai sur d'autres cycles de discussion pour accomplir la mission que je nous ai donnée pour 2025, qui est celle de pouvoir accompagner et prévenir tout changement d'ordre institutionnel qui tendrait à nous être vendu, proposé, voire et imposé par la structure européenne en faveur de plus d'Europe, de plus de fédéralisation, de plus d'unification, etc. Moi, je souhaite contribuer par ce travail de dévoilement en expliquant la logique par les textes mêmes. Vous le savez, il n'y a rien de partisan dans ce que je propose dans nos études sur Europhilo, c'est simplement du raisonnement et de l'analyse concrète. Je souhaite que l'ensemble des concitoyens puissent avoir les armes scientifiques, les armes conceptuelles et de raisonnement, les éléments rationnels, pour pouvoir bien comprendre vers quoi on nous entraîne, ce qui est attendu, ce qu'on attend de nous et la place qui nous sera allouée dans le schéma futur si nous cédons à ce qui est avancé, y compris par nos États membres dont les structures gouvernementales sont quasiment toutes alignées sur le programme et le projet européen. Donc j'y reviendrai en particulier dans la discussion le cours du cycle suivant sur la démocratie européenne, démocratie représentative, démocratie participative. Tout ça sera traité par le menu et dans le détail. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous engage à diffuser, à relayer, à partager, à vous reporter vers les ouvrages qui sont, pour ce qui me concerne, aux éditions L'Harmattan, pour pouvoir creuser, éventuellement communiquer à d'autres, enfin bref, faire diffuser le message. N'hésitez pas à apporter des commentaires aussi dans les vidéos. Ne soyez pas gênés, hein, c'est totalement libre. Ça permet quand même de pouvoir montrer que, pour moi, c'est aussi un retour sur l'utilité de ce que je propose, même si encore une fois j'ai commencé cette année, je le dis, je suis parfaitement conscient du fait que c'est très aride ce que j'ai traité. Déjà le sujet de l'Union européenne n'est pas spécialement amusant et léger. Mais là, en ayant pris une clé d'entrée, en me fixant sur les concepts et sur des notions, j'ai bien conscience que je suis parti sur quelque chose qui était assez difficile. Mais j'espère quand même qu'au terme de ces 3 discussions, vous avez bien conscience du fait que vous avez un progrès en termes de compréhension qui vous est apporté et que c'est extrêmement utile de façon concrète pour maintenant décoder tous les messages qui vous transitent par les différents médias. Vous pouvez les replacer dans un contexte, vous pouvez déceler l'intention qu'il y a derrière et vous pouvez anticiper les conséquences qui sont à prévoir. Voilà, donc je vous invite à bien sûr rester fidèle et sur la brèche, et comme toujours, suivant la devise d'Europhilo, dans l'intervalle, portez-vous bien et plus que jamais, soyez vigilants. À bientôt.